Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'effet tunnel. Imaginez une particule, un électron par exemple, face à un mur énergétique. En physique classique, si elle n'a pas assez d'énergie, elle rebondit. Mais en mécanique quantique, elle peut passer à travers. C'est ça l'effet tunnel. Parce que la particule n'est pas seulement un petit objet ponctuel, elle est aussi une onde décrite par une fonction d'onde régie par l'équation de Schrödinger. Cette onde indique la probabilité de la trouver quelque part et face à une barrière, elle ne s'arrête pas net. Elle s'infiltre et si le mur est très fin, une petite partie ressort de l'autre côté. C'est cette fraction transmise qui donne à la particule une chance, même infime, d'apparaître derrière. Alors, comment tout ça marche concrètement ? Quand un électron arrive face à une barrière de potentiel, c'est-à-dire une région où il faut plus d'énergie pour continuer que ce qu'il possède, on note E son énergie et V0 la hauteur de cette barrière. Si l'énergie E est inférieure à V0, en physique classique, l'électron rebondit net. Mais son onde, elle s'infiltre quand même et décroît exponentiellement à l'intérieur. La probabilité que la particule traverse s'appelle le coefficient de transmission, noté T. Pour une barrière rectangulaire bien définie, on peut estimer cette probabilité par la formule suivante, où L représente l'épaisseur de la barrière, kappa indique à quelle vitesse l'onde s'atténue à l'intérieur, E, appelé nombre de l'air, est une constante mathématique de valeur d'environ 2,718. Si T égale 1, la particule passe à coup sûr, et si T égale 0, elle ne passe jamais. Mais en pratique, T se situe toujours entre les deux, souvent un nombre très faible, mais jamais nul. Plus la barrière est large, donc plus elle augmente, ou plus elle est haute, donc plus kappa augmente, et plus la probabilité de traverser, T, chute rapidement, de manière exponentielle. Et le symbole kappa est représenté par la formule suivante, où m est la masse de la particule, V0 moins E correspond au déficit énergétique, et h bar la constante de Planck réduite. En clair, si la barrière est haute, V0 est grand, kappa augmente, du coup l'onde s'éteint vite et elle a moins de chances de traverser. Et si la barrière est fine ou basse, kappa diminue, l'onde s'affaiblit moins et la probabilité de traverser est plus grande. Cette formule s'applique à un seul électron, mais pour plusieurs, on intègre évidemment toutes les énergies possibles. Alors un petit détail important, la fréquence de l'onde ne change pas. L'onde incidente, celle qui se réfléchit et celle qui ressort, ont exactement la même fréquence car l'énergie de la particule reste constante selon la relation E égale H fois F. Ce qui varie par contre, c'est l'amplitude. Elle diminue fortement à l'intérieur de la barrière, un peu comme une vague qui s'atténue. Dans la barrière, l'énergie est trop faible pour avancer normalement. Le nombre d'ondes kappa indique alors à quelle vitesse l'onde s'éteint, doucement mais de façon exponentielle, comme une lumière qui faiblit dans le brouillard. On dit alors que l'onde devient évanescente, elle ne vibre plus et elle disparaît progressivement. Que se passe-t-il quand il y a beaucoup d'électrons ? Dans un métal, les électrons sont très nombreux et là, le principe d'exclusion de Pauli entre en jeu. Deux électrons ne peuvent pas occuper exactement le même état quantique. Autrement dit, ils ne peuvent pas occuper la même position, la même énergie ou le même spin. Ils s'empilent dans des niveaux d'énergie jusqu'à un certain seuil, appelé niveau de Fermi. Pour se représenter ces niveaux, on peut imaginer un immeuble géant rempli d'électrons. Chaque étage correspond à un niveau d'énergie. Les étages du bas abritent les électrons fortement liés au noyau, on les appelle les électrons de cœur, qui bougent très peu et n'interviennent pas dans l'effet tunnel. Mais même à cet étage, l'électron ne peut jamais être parfaitement immobile. Il continue à vibrer tout doucement à son niveau d'énergie, mais ne change pas d'étage. Et tout en haut se trouvent les électrons de conduction, capables de se déplacer et de tunneler. Le niveau de Fermi correspond donc au dernier étage occupé, les étages en dessous sont pleins et ceux du dessus sont vides. À température ambiante, seuls les électrons proches de ce sommet ont suffisamment d'énergie pour se déplacer, conduire le courant ou franchir une barrière par effet tunnel.
Les autres, trop profondément liés, restent coincés dans leur niveau inférieur. Et de l'autre côté de la barrière de potentiel, les électrons doivent trouver des niveaux libres pour s'installer. Le principe de Pauli les oblige à occuper des états différents. À des températures proches du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius, certains matériaux deviennent supraconducteurs, l'électricité y circule sans aucune résistance. Dans un fil classique, les électrons se heurtent aux atomes qui vibrent à cause de la chaleur, d'où la résistance électrique. Plus il fait chaud, plus ces collisions sont fréquentes. Même en refroidissant, les électrons continuent de buter contre les impuretés, donc la résistance ne tombe jamais complètement à zéro. Dans un supraconducteur, le froid extrême réduit le bruit thermique des atomes et permet aux électrons de se lier par paires, appelées paires de Cooper, via des vibrations du réseau cristallin, car même à très basse température, les atomes d'un solide ne sont jamais totalement immobiles. Ces paires de Cooper ne sont plus des fermions, comme les électrons, les protons ou les neutrons, elles deviennent des bosons collectifs, comme des photons ou des gluons, et peuvent donc toutes occuper le même état quantique. Cela est dû au fait que deux fermions, donc deux électrons, chacun avec un spin demi, se collent ensemble pour former une paire. À eux deux, leur spin total devient alors entier, soit 0, soit 1, ce qui les transforme en bosons. À cause de leur spin entier, ils peuvent tous occuper le même état quantique, comme les photons dans un laser. Ces paires se déplacent ensemble de façon parfaitement synchronisée, comme une seule et même grande vague. Résultat, elles glissent à travers le matériau sans la moindre collision, créant un supercourant qui circule indéfiniment sans aucune résistance. Un écart d'énergie appelé gap énergétique vient les protéger. En clair, il faut une énergie minimale pour casser ces paires, une énergie que le froid extrême ne peut tout simplement pas fournir. Ce gap, c'est comme une barrière naturelle qui empêche la chaleur ou les vibrations du réseau de venir casser les paires de Cooper et donc de briser la cohérence du mouvement. C'est lui qui garantit la stabilité du courant supraconducteur. Sur le plan quantique, ce phénomène crée une zone interdite dans le spectre d'énergie. En dessous du gap, les électrons restent liés en paire stable et au-dessus, il faut franchir cette barrière d'énergie pour libérer les électrons. Et grâce à cette organisation parfaite, toutes les paires de Cooper se mettent à vibrer à l'unisson, comme une onde géante cohérente et ordonnée, capable de traverser une barrière entière par effet tunnel, comme si elle formait un seul et même objet. Et c'est justement ce qui se passe dans les jonctions Josephson. Deux supraconducteurs séparés par une fine couche isolante, à première vue, rien ne devrait passer entre eux. Et pourtant, les paires de Cooper traversent cette barrière par effet tunnel sans aucune résistance. Elles ne sautent pas la cloison, elles la traversent collectivement comme une seule onde qui se prolonge de l'autre côté. Ces jonctions sont aujourd'hui au cœur des technologies de pointe, comme les ordinateurs quantiques, les capteurs magnétiques ultra-sensibles ou encore les circuits supraconducteurs capables de détecter des variations infimes d'énergie. L'effet tunnel est à la base de nombreuses technologies modernes, comme le microscope à effet tunnel. Une pointe métallique extrêmement fine, de la taille d'un atome, s'approche d'une surface et en appliquant une tension électrique, certains électrons passent de la surface vers la pointe par effet tunnel, créant un minuscule courant. Et en mesurant ce courant, on peut cartographier la position des atomes. Une autre technologie que l'on utilise tous les jours, ou presque, les mémoires flash, celles qu'on a dans nos clés USB ou les SSD, les électrons tunnels pour stocker des 0 et des 1. Il y a aussi la fusion stellaire. Dans le Soleil, les protons n'ont pas assez d'énergie pour fusionner, à cause de leur répulsion électrique qui agit comme une barrière d'énergie. Mais l'effet tunnel les aide à surmonter la répulsion. Sans lui, le Soleil ne brillerait pas. En 2025, le prix Nobel de physique a récompensé 3 chercheurs, dont un Français, pour avoir prouvé que l'effet tunnel existe aussi à grande échelle. Dans des circuits supraconducteurs froids, des milliards d'électrons agissent comme une seule onde collective et traversent une barrière. Pas un électron isolé, mais un système visible, mesurable. Ça montre que les lois quantiques ne s'arrêtent pas qu'aux atomes. Elles peuvent s'appliquer à des objets qu'on pourrait presque voir.
les particules restent invisibles, mais leur comportement collectif produit des effets mesurables à notre échelle, donnant l'impression que le phénomène est presque visible. En résumé, l'effet tunnel montre que dans le monde quantique, aucun mur n'est vraiment infranchissable. Les électrons, les protons, les atomes, les molécules, les paires de Cooper, tous peuvent passer avec une probabilité qui dépend de leur taille, de leur masse et de leur énergie. Plus la particule ou le système est gros, plus le passage devient rare, mais jamais impossible.